J'ai refusé à 200% le sur-mesure. Je pense que c'est ça qui fait que les agences ou les prestataires en vidéo galèrent à scaler. Les concurrents venaient pour produire une vidéo. Et forcément, tu viens produire pour une vidéo, t'es obligé de la vendre à 500 euros. Moi, en fait, j'en fais 12 d'un coup, donc je la vends 30 euros. Mais ça revient au même. Même je suis entré dans le packagé. Et depuis le début jusqu'à maintenant, je suis jamais sorti de ce packagé. Alors juste avant de commencer le podcast, si vous voulez être la personne la mieux informée de la pièce en business et tech, on a une newsletter totalement gratuite qui vous envoie en 3 minutes par jour les 5 actus que vous devez absolument connaître pour avoir un coup d'avance et prendre les meilleures décisions. C'est moi personnellement qui la rédige tous les jours. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs, CEO, cadres sup et futurs décideurs qui la lisent tous les jours. Voilà, vous allez adorer, c'est gratuit encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Mathis, ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on se connaît, peut-être 2 ans que j'entends parler de toi avant ça. On a été introduit par un ami commun qui est déjà passé sur le podcast, qui est Clément. Et tu as monté une agence qui est assez extraordinaire. Tu as connu une croissance que j'avais jamais vue avant. Tu as connu une croissance avec des stratégies qui sont d'une grande efficacité tout en étant d'une grande simplicité, si je ne dis pas de bêtises, et surtout sur les premières étapes. Aujourd'hui, l'idée, ça va être que tu nous expliques évidemment ton histoire, comment tu as fait, d'où tu viens. Tu as une histoire qui est hyper intéressante et que beaucoup connaissent peut-être déjà via ton compte LinkedIn, mais anyway, on va revenir là-dessus. Et surtout, ce qui sera important de couvrir, je pense, c'est comment t'es passé quasiment seul, sans salarié, de 0 à un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, si je dis pas de bêtises, avec des marges qui sont conséquentes. Et en quoi, un an et demi, si je dis pas de bêtises, en gros, Ouais, c'est ça. pour la faire courte. Donc on va couvrir tout ça, tes stratégies et comment tes stratégies hyper pragmatiques t'ont mené jusque-là. Parce que je pense que on reçoit beaucoup de gens sur le podcast avec des histoires très différentes et tout. Et je pense que toi, tu as un playbook qui est, entre guillemets, applicable à énormément de domaines. C'est-à-dire que Ouais. les gens, ils peuvent, sans copier ta stratégie, mais les gens peuvent copier l'intelligence que tu as mis derrière pour arriver à ce point-là. Et je pense que le point important de ce podcast, ce sera ça. Et que le point important de ce podcast, ce sera comment tu as réussi très pragmatiquement et très simplement, au sens de la simplicité, à mettre tout ça en place. Je te laisse te Ouais. présenter. Ouais, très beau. Non, non, mais merci les gars de me recevoir aujourd'hui, ça fait plaisir. Et je suis content même de passer dans le podcast. J'espère que je vais apporter un max de valeur. On va revenir sur tous les points que t'as abordés. Mais pour me présenter rapidement, moi du coup je suis Mathis, aujourd'hui le fondateur de l'agence Short. Donc nous, notre job en gros c'est de faire des vidéos. Donc toutes les vidéos que vous voyez sur votre feed, vidéos verticales pour TikTok, Instagram, YouTube Short, pour de l'Ads Meta. Vraiment le but c'est d'aller chercher des bonnes performances d'accompagner les marques sur cette partie-là vraiment performance. Et du coup, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a un petit moment, pareil, on y reviendra, je pense, mais à 16 ans. Et l'agence a été officiellement créée en juillet 2024. Donc c'est assez récent, sachant que quand même j'ai bombardé, ça fait 4 ans, 3-4 ans que vraiment je bombarde en vidéo et que tous les jours je fais que ça. Mais voilà pour la présentation. Ok. Donc première question, moi qui m'intéresse vraiment, c'est comment, quel a été ton point de départ? Comment tu as commencé? Comment tu as mis en place une stratégie? Et Ouais. est-ce que avant que tu exploses au sens où tu fonctionnes aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des échecs? Est-ce qu'il y a eu des périodes un peu tu vois, de traversée du désert? Comment t'en es arrivé à te dire, pour que les auditeurs comprennent, Ouais. ta stratégie, elle est très simple, c'est de dire, tu as une offre unique. Donc aujourd'hui, c'est, rappelle-le-moi, mais c'est 6 shorts à 2100. Tu as peut-être fait Ouais. évoluer. Si Mais ça, il y a eu l'inflation depuis. Non, 6 vidéos à 3000 et 10 à 4000. Sur ces deux offres, on se base, ouais. ok. Et donc, à la base, donc, tu commences par 6 vidéos pour un forfait fixe, qui était donc Ouais. un peu moins cher à l'époque. Et donc, avec cette stratégie très simple, ce que tu dis à tes clients, en fait, c'est posez votre cerveau à côté, je m'occupe de tout. Et vous avez un prix, un nombre de vidéos, vous commandez directement sur ton site web. Il y a Ouais. même pas de, enfin, il y a des calls de closing, mais les mecs Mm. viennent,
donc ton funnel, c'est t'as un LinkedIn, t'attires des mecs, Ouais. tu closes sur ton site web, et puis tu leur délivres rapidement ou en fonction de leurs besoins les 6 vidéos. Ouais, c'est Et ça. si je dis pas de bêtises, il y a un deuxième truc que tu as très bien fait, et tu vas peut-être nous en dire plus, mais c'est tu as fait des vidéos très improbables. Enfin, ou Ouais. en tout cas très marquées Mm. créativement. Tu as choisi un angle. Peut-être qu'on pourra passer une vidéo, enfin en mettre un extrait, parce que forcément, si tu es français, à un moment, t'as été forcément exposé Ouais. à une de tes vidéos. Tu as un style très marqué, et ce style, c'est ça qui t'a poussé. Et donc, en fait, tu fais deux choix hyper importants. Et ma question, c'est comment t'en es arrivé à ces deux choix-là, Ouais. tu vois? Parce que tu te dis, je vais faire des vidéos qui sont pas pour tout le monde. Parce que je suppose que tu as reçu des critiques en mode, ouais, mais c'est pas assez professionnel pour moi, ou ah, c'est bizarre, ou je sais pas quoi, ou Mm. peu importe. Et deux, t'as qu'une seule offre, donc je suppose que t'as des gens qui t'ont dit, ah oui, mais moi, en fait, j'ai besoin que de 4 Ouais. vidéos et je voudrais, et machin, et truc. Comment t'en es arrivé à une offre aussi industrialisée? Parce que c'est ça une grande partie de ton succès, de ce que je comprends. Ouais. Vraiment. Ouais, alors, bah, en fait, c'est vrai que sur LinkedIn, je le mets beaucoup en avant, mais c'est normal, c'est ce qui marche. On dirait que la réussite est hyper rapide, parce que forcément, si je parle de juillet 2024, on dirait que j'ai explosé d'un coup. En vrai, au début, quand même, les premières années, sachant que ça fait 4 ans quand même que j'ai créé c'était en 2021, ma première micro-entreprise, et que j'ai vraiment, dès le début, en tout cas, commencé à bombarder. Donc, il n'y a même pas eu de temps de latence. Donc, j'ai déjà commencé à bosser avant que la micro-entreprise soit officiellement créée, mais vu que j'avais 16 ans, les démarches prenaient du temps, fallait que je m'émancipe devant le tribunal. Enfin, c'était un peu une galère pour créer ma boîte à 16 ans. Mais bref, au début, quand j'ai commencé, moi, je vendais des sites déjà. Donc, je vendais pas des vidéos directement, je vendais des sites web. Très classique, hein, j'avais appris via une formation, j'avais été éboueur pour m'acheter une formation, j'avais appris à faire des sites WordPress avec Divi en thème, c'était vraiment très classique. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à comprendre, on va dire, l'entrepreneuriat et à, mine de rien, vraiment bombarder. Donc à lancer l'acquisition, à comprendre comment sourcer, à comprendre comment contacter des prospects, faire du cold call, etc. Ça, j'avais 16 ans et c'était vraiment au début centré sur des sites. J'ai réussi à vendre un site grâce à mon réseau et c'est mon premier client officiel en entrepreneuriat. J'avais vendu un site à 1 200 € à un hôtel et j'étais super content et j'en suis très très fier encore aujourd'hui. Le premier client quand t'as 16 ans, tu vends 1 200, tu te dis que tu peux travailler pendant. J'avais fait 2 mois de travail à temps plein, mais c'était très bien. Et bref, du coup au début j'étais sur ça et ensuite c'est venu très naturellement. Donc il y a un prospect en rendez-vous. Il m'a dit qu'il voulait pas un site, mais qu'il voulait des vidéos. Voilà, donc très, bon, bref, très très bizarre, mais c'est via ce truc-là, forcément, quand t'as 16 17 ans, tu te dis, bah let's go, oui, je sais faire des vidéos, testons, faisons des vidéos, on verra bien. De tous les cas, tu fais pas payer cher, c'est quasiment gratuit et offert à ce prix-là, c'est surtout pour l'expérience. Mais du coup, entre ces deux moments, mine de rien déjà, qui paraît assez court, mais en fait, il y a plusieurs mois de travail assez intense sans résultat. Exemple, j'avais lead sourcé plus de 300 restaurants, 400 restaurants en France. Je les avais tous appelés et call-collés un par un, mais vraiment un par un sans en oublier un. J'ai eu aucun client, genre vraiment, et pourtant je call-collais, mais j'avais 16 ans, je comprenais pas. J'essayais, j'avais fait des strats avec des looms. Déjà à l'époque c'était pas mal, je sais même pas comment ça m'était venu à l'esprit, mais je faisais des looms avec des diapos, voici votre site, voici comment vous pourriez l'optimiser. Donc vraiment là j'ai bombardé, et à ce moment-là j'arrivais vraiment à trouver aucun client, c'était impossible, et je voyais vraiment l'entrepreneuriat comme une mission impossible. Quand j'ai commencé la vidéo, du coup j'étais encore dans le sud de la France, j'étais pas à Bordeaux. En fait, ce qui s'est passé, pareil, en fait, tout s'est fait naturellement. Vous verrez, il n'y a pas eu de choses programmées. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la raison de la réussite aussi rapide. Mais bref, ce client-là a accepté. J'ai fait des vidéos. Et dès le premier mois, en fait, les vidéos ont explosé sur le compte. Donc à ce moment-là, j'étais avec mon meilleur ami et on produisait les vidéos ensemble. Et on a fait, premier mois, de 0 à 10 000 abonnés sur TikTok, une vidéo à 900 000 vues. Enfin, c'était exceptionnel. On faisait des micro-trottoirs. Du coup, aujourd'hui, ça paraît très classique. Mais en 2021-2022, faire des micro-trottoirs avec des challenges de dégustation, c'était une chaîne de tacos. Vraiment, c'était vraiment pas. Déjà, c'était la révolution du contenu sur TikTok. Du coup, bah, c'était le début de TikTok. Vraiment, ça a explosé tous les scores. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pas compliqué. On filme avec le téléphone. C'est nos téléphones perso à l'époque. On n'a aucune dépense et ça explose. Le client est trop content. Les clients, ils viennent manger au restaurant. Ouais, on a vu les vidéos, ça a explosé. Ça a l'air trop bien, trop bon. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, ouais, il y a vraiment, vraiment un truc à faire. Et du coup, après, ça se ralentit un peu, j'étais encore au lycée, je viens sur Bordeaux pour les études, et j'essaye de relancer avec la même stratégie, bah voilà, je fais des vidéos et je vendais des vidéos gratuitement pour essayer de contacter, c'était les restaurants au départ, vu que j'avais cette étude de cas qui avait bien marché justement dans le sud de la France. On fait des vidéos gratuites, est-ce que ça vous dit, etc. J'essaye de vendre des petits packs de 2 ou 3 vidéos, bah, du coup gratuitement, juste pour essayer de faire mes preuves. Et en fait, naturellement, mais je sais pas pourquoi,
je suis parti sur cette logique de pack. Donc dès le début, vraiment, mais sans que personne me dise mec, fais des packs, c'est trop bien. En plus, alors que c'était vraiment une révolution, mais je me rendais pas compte, mais que ça allait révolutionner le marché de la vidéo en France. Parce qu'aujourd'hui, on vendait que des vidéos, des grosses agences qui vendent du 1000, 1500, 2000, 5000 euros la vidéo, même des vidéos très simples. Et souvent, t'essayes enfin, vous connaissez le milieu de la vidéo, mais tu prices du sur-mesure, t'établis les besoins du client, tu fais des devis sur mesure, ça peut être des plus ou moins gros devis. Et moi, je suis arrivé direct avec cette optique de pack. J'avais 4, 8 et 12 vidéos. J'avais 3 packs et je vendais ça aux marques. Et du coup, c'était des tarifs super bas. Et petit à petit, en fait, naturellement, mais je suis venu à développer ça parce que ça marchait bien. Et je pense que vraiment, en tout cas, ce côté process là, c'est vraiment ce qui fait la raison et la raison du succès, quoi. Et alors, attends, juste petite question. Euh, Quand tu dis que c'était vraiment pas cher, à l'époque, au tout départ, on parle de combien pour un pack de 4, par exemple? Ouais, je sais plus exactement les tarifs, mais j'avais revu il y a pas longtemps. J'étais vraiment genre à l'équivalent de 20 euros la vidéo, genre. Genre Ok. 20 ou 22 euros la vidéo, c'était vraiment catastrophique. Mais je faisais ça pour l'expérience, tu vois. Et mine de rien, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était en 2023, tu vois. Donc il y a 2 ans, je vendais la vidéo à 20 euros, quoi. Ouais. Ouais, ok, ok. Donc, Vrai gap. en effet, vrai gap. Et puis, non, mais ce qui est hyper important, c'est ce que tu dis. Enfin, sur la première partie, c'est de dire ton succès, ta réussite, elle vient en partie d'une idée de process. Parce que, en fait, Ouais. alors je vais dire un truc qui peut te sembler dur, mais sur le reste, t'as rien inventé. Tu vois, nous, on avait Ouais. Horus à ce moment-là, et on le faisait pour des grands comptes, et on faisait payer très cher, et voilà, avec des chiffres d'affaires volumineux et tout ça. Et pour autant, le succès est venu d'une sorte de productisation Ouais. de ton savoir-faire. Ce qui est quand même. Tu t'es dit, je vais prendre une idée classique, mais je vais la Ouais. rendre facilement consommable. Et Ouais. j'écoutais une interview hier d'un mec dans la Silicon Valley qui a fondé une boîte qui s'appelle Zynga, qui fait enfin, alors, aujourd'hui, peut-être qu'à Luc, je sais pas, mais peut-être Mathis, toi, c'est même pas ta génération pour le coup. C'est une boîte qui faisait des jeux genre Farmville, poker sur Facebook, tu vois. Des jeux Facebook. Donc, t'allais sur Facebook, tu cliquais, t'avais une rubrique jeu à une époque. Et cette rubrique jeu était alimentée par une boîte qui s'appelle Zynga que Facebook avait acheté. J'ai pas envie de dire de conneries, mais genre 1,5 milliard ou 2 milliards. Tu vois, un Ouais, truc énorme. délirant. Et le mec, il disait un truc, et ce que tu viens de dire me fait vraiment penser à ça. Il disait, moi, j'ai jamais eu d'idée, en fait. Ouais. J'ai jamais eu d'idée. J'ai juste fait plus facile à consommer des trucs qui existaient déjà. Il disait, par exemple, les Ouais. apps de poker, c'est pas moi qui les ai inventés. Il y a plein de mecs Mm. qui faisaient des apps de poker, mais c'est des apps de poker chelous, où il y avait des pubs en permanence de merde qui étaient téléchargées. Moi, j'ai fait des apps de poker toutes propres où t'as la photo de ton pote dessus. Et c'est pour ça que Facebook a décidé de nous acheter. Tu Ouais. vois. Et en fait, c'est une grande C'est, leçon, je trouve, d'entrepreneuriat. C'est, t'as pas ouais. besoin d'inventer un truc compliqué. T'as juste besoin de rendre un truc qui est compliqué à consommer, facile à consommer, et tu peux avoir une réussite. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, des fois, mais c'est normal. C'est la première question, c'est comment t'es venu l'idée de vendre en pack. Mais en fait, c'est comme tu le dis là, ouais, c'est super intéressant, mais j'ai pas eu l'idée. En fait, c'est juste qu'au début, je parlais aux restaurateurs qui voulaient des vidéos tous les mois ou toutes les semaines. Du coup, bah, j'avais fait une optique de pack. Ok, super, bah, vous voulez 2 vidéos par semaine, on va faire 8 vidéos en tout. Et du coup, ça vous fera un pack mensuel que vous devez prendre. Donc ça s'est fait tout seul. Et d'un autre côté, moi, je détestais gérer tout ce qui était community management. Donc réponse aux commentaires, gestion des comptes, etc. Donc je me suis dit, je vais pas le proposer. Et en plus, je voyais d'autres agences sur Bordeaux qui faisaient de la prod vidéo et qui faisaient du CM à ce moment-là, mais du coup qui étaient moyens dans les deux et du coup pas très bons en prod vidéo. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah ok, bah en vrai, je suis fort en prod, enfin je suis pas mauvais en prod vidéo à ce moment-là. Je vais tout focus sur la prod vidéo. Et je pense aussi, t'en as parlé rapidement tout à l'heure, mais j'ai pas forcément eu l'idée. Par contre, je pense, et c'est aussi une des grandes raisons, c'est qu'à partir du moment où je me suis lancé, j'ai refusé à 200% le sur-mesure. Et je pense que c'est vraiment important. Je me suis fermé à 300% et je pense que c'est ça qui fait que les agences ou les prestataires en vidéo galèrent à scaler. C'est que les boîtes, elles viennent voir, ok, on veut une vidéo, mais on veut un acteur, et il y a une demi-journée de tournage, et un TJM d'un vidéaste, ça prend tant de temps. Du coup, on va faire tant de temps pour ce tournage. Moi, en fait, j'ai simplifié le tout. C'est vous voulez 6 vidéos, c'est tant d'euros. Vous en voulez 12, bah, c'est tant d'euros. Et ça rentre le 6 sur une session de tournage, le 12 sur 2 sessions de tournage. Et il n'y a pas d'autre choix possible. Et peu importe ce qu'elles voulaient, les marques, j'essayais toujours de faire rentrer ça dans les packs. Et bon, des fois, c'était plus compliqué que d'autres, mais j'essayais toujours de faire rentrer ça dans les packs. Et c'est ce qui, en fait, nous faisait gagner un max de temps au début, en tout cas sur le développement, surtout à moi, parce qu'on centralisait les productions là où les concurrents
venaient pour produire une vidéo. Et forcément, tu viens produire pour une vidéo, tu es obligé de la vendre à 500 euros. Moi, en fait, j'en fais 12 d'un coup, donc je la vends 30 euros, mais ça revient au même, même si, bon, c'est pas rentable à 30 euros. Mais c'est vraiment cette logique-là où je suis entré dans le packagé. Et depuis le début jusqu'à maintenant, je suis jamais sorti, à part cas exceptionnel, mais de ce packagé. J'ai vraiment jamais fait de sur-mesure, quoi. Même des fois, et c'est un peu frustrant, quand tu as des grosses marques qui viennent te voir, tu sais qu'elles ont des énormes budgets, qu'elles peuvent mettre peut-être sur ton offre à 3000 euros, elles pourraient peut-être en mettre 15. Eh ben tant pis, tu restes, c'est le même fonctionnement pour tous les autres clients, mais au final, tu es vraiment gagnant si tu prends l'ensemble du portefeuille, quoi. Mec, ce que tu viens de dire, et encore une fois, une leçon hyper importante, c'est. Et moi, je suis tombé dans ce piège-là en début de carrière et notamment avec aussi, enfin, tu sais, Cerber avec Benoît et ça, on est tombé vraiment Ouais. dans ce piège-là où on faisait tout. C'est-à-dire que ayant beaucoup de réseaux, on faisait tout, donc on avait booké énormément de chiffre d'affaires. Et en fait, au moment de le réaliser, ça a été un enfer de production qui nous a fait perdre plein de clients et qui a été un enfer opérationnel qui a été catastrophique. Euh, et toi, tu as eu la maturité, c'est hyper smart, de te dire, je refuse tout ce qui est à côté. Donc, théoriquement, ce que tu as dit, je refuse du chiffre d'affaires parce que je sais Ouais. qu'il ne rentre pas dans mon modèle. Et ça, je pense que, encore une fois, tous les gens qui nous écoutent, s'ils doivent voler une de tes idées, c'est celle-là, c'est de dire, je fais un truc, je le fais parfaitement bien, et je dis non au reste, peu importe à quel point ça a l'air sexy. Ouais. C'est exactement ça. Et là-dessus, t'as été vraiment très bon. Ce qui Mais m'amène à parce la que, deuxième question. Enfin, vas-y. vas-y. Ouais, mais après ça, par exemple, au début, tu vois ce qu'on dit, mine de rien, c'est super dur. Quand t'as des deals que tu fais de la vidéo, qu'il y a un client, il veut des photos, l'autre il veut du CM, l'autre il veut qu'on gère ses campagnes en ads, c'est dur au début de refuser parce que tu veux aller chercher le chiffre d'affaires. Mais en fait, et c'est un peu contre-intuitif, mais ça a été vraiment, et jusqu'aujourd'hui c'est le cas, ça a été la meilleure décision de ma vie de tout refuser et de faire vraiment que de la vidéo. Et aujourd'hui, les marques, elles viennent nous chercher pour ça. Bah ouais, vous faites que de la vidéo, donc forcément vous allez être meilleur qu'une agence qui fait de la vidéo et de la gestion et ci et ça. Et c'est vraiment sur ça qu'on est gagnant aujourd'hui. Complètement. Complètement. Mais Et bref, je donc, t'écoute, deuxième ce qui question. m'amène à ma deuxième question qui était, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Parce que ça, c'est le côté process. Donc, le côté process, on l'a compris, Ouais. je pense. T'es un crack là-dessus, t'as fait les bons choix, t'as eu cette discipline de rester sur une voie. Moi, maintenant, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'est passé par la tête et comment t'as eu l'idée de hurler sur des patrons de restaurants en les chopant par le col et en les insultant limite dans leur propre pub. Qu'est-ce Ouais, qui t'a traversé la tête ce jour-là? ouais, ça c'est un peu une folie et pareil, et c'est pas une idée que j'ai eue, ça s'est fait naturellement. Moi au début quand j'ai commencé sur Bordeaux du coup les vidéos, et ça c'est un point qui est important, j'avais ma sœur avec moi et ma copine. Et du coup c'était deux personnes qui au départ étaient beaucoup moins mais qui mine de rien étaient quand même à l'aise face caméra. Et c'est ce qui nous a permis au début déjà de faire des concepts très créatifs, où je me suis dit ok bah je peux être derrière la caméra, elles peuvent être devant, parler et elles sont à l'aise, elles sont pas gênées, donc on peut faire des trucs drôles avec de l'humour. Et du coup on a testé quelques formats. Au début, c'était un peu catastrophique. Enfin voilà, on faisait plein de tests. Et jusqu'au jour où, en fait, mais vraiment, et encore une fois, c'est arrivé par hasard, mais on a fait le format qu'aujourd'hui, on voit tout le temps sur les réseaux, avec une personne derrière le téléphone qui parle à une personne. Excuse-moi, tu fais quoi dans la vie? À une personne qui est devant le téléphone. Et c'est une fois, on a fait ce format avec. Mais pareil, c'est venu petit à petit avec des clients. Et en fait, on se rendait compte que, bah, du coup, c'était un format qui aujourd'hui existe beaucoup, mais qui n'existait pas. Et à chaque fois, il explosait, que ce soit en ads ou en organique, il marchait tout le temps. Et je me suis dit, bah ok, à partir de ce format-là, il y a plein de choses à faire, personne ne veut y aller, parce que toutes les grosses agences, et c'est surtout ça, je pense aussi, où on a gagné, c'est que les grosses agences, pour elles, c'était dégrader leur image de faire ça. Vraiment. Et je comprends, tu vas sur quelqu'un, c'est hyper agressif comme ton, et même nous, aujourd'hui, on en paye un peu les pots cassés de, ouais, mais vous vous adressez qu'aux jeunes, alors que pas du tout, en fait, c'est des formats qui marchent pour tout le monde. Mais je pense que vraiment, on a surfé sur ça, et on a eu la chance, et un petit peu, c'est encore une fois, c'est une question d'alignement, que les grosses structures et les grosses agences, elles se sont pas permises ou elles se sont pas autorisées de nous concurrencer sur ce format. Ce qui fait qu'on a vraiment été tout seul pendant plusieurs mois. Là, aujourd'hui, il y a pas mal de marchés qui se créent et d'acteurs qui viennent. Mais on a été tout seul au début pendant des mois parce que les grosses boîtes, tu vois, comme toi par exemple avec Horus, je pense qu'il y a certaines boîtes qui ont eu des discussions en mode les gars, est-ce qu'on le fait? Et au final, ils ont jamais osé le faire. Mais c'est clair. Et je vais te dire, moi je suis un con. Je Ouais. suis un con et je vais te dire pourquoi.
La première fois quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ok, je capte le truc, mais ça marche pour une fraction de la population. Ça fait rire, en effet, une fois, mais jamais je mets ma boîte avec ça. Et si tu veux, j'ai coupé le téléphone et je l'ai vu, et puis je suis passé à autre chose, quoi. Et quand Grosse erreur. un an plus tard, je me rends compte de ça, et je Ouais. donnerai une anecdote à la fin. Je donnerai une anecdote hyper drôle. Je sais pas si tu la connais, mais je te la filerai de chez Horus concernant ce que tu fais. Ouais. Et je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, non. C'était un vrai marché parce qu'il y avait une vraie population qui répondait à ça. Et même si, peu importe en fait que ce soit des jeunes, des machins, si le client que tu as, sa population répond à ça et que ça lui drive du trafic, on n'a rien à branler, que tu tiennes ton iPhone à l'envers, à l'endroit qui bouge, que tu gueules, que tu le chopes par le callback. Rien à foutre. Le Ouais. sujet, c'est est-ce que ça fonctionne? Et bah, tu as prouvé que oui, ça fonctionne avec, avec un angle qui est le tien. Et Ouais, c'est tu ça. dis on en paye les pots cassés. Qu'est-ce que tu disais, enfin qu'est-ce que tu entends par là? Réellement aujourd'hui, on vous dit ah, moi je veux bien, mais je veux pas votre format habituel ou des trucs comme ça. Enfin, c'est. Ouais. Ok. Vraiment, très souvent, je pense peut-être 30-40% des leads qui viennent nous sortent un peu exactement ce que tu viens de dire. Oui, mais moi je veux pas votre format. Oui, mais je sais pas si ça s'adapte à ma marque. Oui, mais je sais pas si avec la cible que j'ai, c'est du CSP+, qui a pas mal d'argent. Est-ce que ça va marcher? Bah, aujourd'hui, on a de la chance, on s'est bien développé. Du coup, on le prouve. On dit, bah voilà, regardez, on accompagne telle marque, ils ont la même cible que vous, ça fonctionne. Donc, arrêtez d'avoir des fausses croyances, ça marche en fait, parce que quelqu'un qui a 45 ans et qui a 200 000 euros sur son compte, il a envie de se détendre, de se divertir sur TikTok comme un mec de 20 ans qui mange au crous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu le même principe. Et du coup, on a ça. On peut répondre à l'objection et aujourd'hui aussi on s'est quand même pas mal diversifié, on a lancé plein d'autres formats, donc tous les formats à l'iPhone. Aujourd'hui, dans l'équipe, on a des vidéastes spécialisés à la caméra. Donc, il y a plein de formats, mais qui restent autour d'un axe très performance, très dynamique, parce que c'est ce qui marche aujourd'hui. Du coup, qu'on est en train de développer. Mais ouais, on a quand même ce truc où les marques se disent, et c'est aussi parce que je pense que je suis jeune, ouais, mais à mon avis, vous pourrez vous adresser qu'aux jeunes, ce format-là, il va pas marcher pour moi. Mais c'est normal, en fait, c'est ce que tu as pensé, toi, au début, c'est ce qu'elles pensent aujourd'hui. Et elles se disent, c'est pas possible que je mette ça sur ma marque, tu vois. Alors qu'en fait, quand ça marche et que les résultats sont là, y a aucune marque qui nous a dit ouais arrêtez ce format en fait, ils veulent du format comme ça quoi. Ouais. Mais la seule différence, c'est que moi maintenant, je reconnais que j'ai tort. Et Non mais non mais ça me rappelle une vieille anecdote de début de Will avec Benoît, que tu connais aussi, qui ouais. était chez Horus avec nous, qui était le CEO de Cerber, enfin bref, tout ça. Et quand je le recrute pour son premier stage, et quand il vient dans la boîte, il faisait des pubs Facebook, des ads, qui étaient un peu à côté de la plaque. Et si tu veux, Ouais. en 2018, des ads à côté de la plaque dans le monde des startups, ça fait rire personne. Et je me souviens d'un board où à l'époque, on me dit, ouais, en gros, le mec qu'on a recruté, c'est un fou, faut pas le laisser faire, c'est un malade et tout ça. Et en fait, on ouvre le gestionnaire de pub Facebook et il avait des résultats qui étaient un truc genre 30 fois meilleur que tout ce qu'on avait lancé avant. Ouais. Et il n'y avait aucune commune mesure. Aucune. Tu vois, c'était 30 fois supérieur les Ouais. résultats. Mais j'avais dû batailler pendant des semaines pour réussir à faire accepter le fait que, ouais, il fait des trucs borderline. Ouais. Sauf que c'est ça qui marche. C'est un vrai combat ça, même nous qu'on a avec les marques, hein, c'est un vrai combat, hein. Vrai combat, toutes les marques, on s'est, tu sais, surtout quand on commence, et là petit à petit, pareil, au début, nous, les grosses agences, par exemple, de vidéos, elles nous disaient, c'est pas possible, en gros, ça va pas marcher, vous pouvez pas vous développer sous cette forme-là, en vendant une vidéo 300 euros, en faisant des formats comme ça. Bon, au final, ils ont vu petit à petit quand même qu'on prenait des parts de marché, du coup, bon, ils ont compris en fait que ça fonctionnait. Et, aujourd'hui, tu vois, on commence à rentrer sur des plus grosses boîtes, des plus grands groupes, même si on reste encore très petite boîte, on n'est pas encore rentré sur des énormes mastodontes, mais on commence à rentrer petit à petit sur des belles boîtes. Et il y a toujours, tu sais, dans les belles boîtes, une DA, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de toute, bah, tu sais, vraiment toute la DA qui est complètement contre, qui dit, oh non, c'est pas possible de faire ça. Après, il y a le mec qui est responsable des performances qui veut absolument faire tous ses contenus. Et du coup, c'est un espèce de mix à trouver aujourd'hui, mais qu'on arrive à bien faire pour justement un peu mixer le tout. Pas aller sur du trop borderline, à part avec certaines marques, elles sont très contentes et ça perf, mais avoir un mix des deux. Mais après, le borderline marche, hein, ça c'est la vérité en as. Quand on fait quelque chose que personne n'a jamais vu, avec des propos que personne n'a jamais dit, ça fonctionne. Vraiment, c'est véridique, c'est là où on a eu les meilleurs stats, hein. Ouais, non mais c'est clair. Est-ce que tu peux nous rappeler juste aujourd'hui tes chiffres, ton CA
en annuel, hein, Ouais. tes projections, ton taux de croissance, un peu où est-ce qu'elle en est la boîte pour que les gens aient quand même en tête l'idée, les idées claires sur actuellement où est-ce qu'on en est, Ouais. quoi. Ouais, bah ça s'est pas mal développé. Du coup, pareil, on est en forte croissance. En 2023, du coup, j'étais encore étudiant. C'est à côté des études que j'ai développé la boîte. J'ai arrêté les cours en novembre 2023. On a fait 51 000 euros de chiffre d'affaires en freelance, quoi. L'année dernière, on a terminé l'année à 590 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai fait la moitié de l'année en freelance et la moitié de l'année en société, du coup juillet 2024. Et là, cette année, du coup, on est sur une moyenne de 100 000 euros par mois. Voilà, donc en avril, fin avril, on était à 400 000 euros de chiffre d'affaires généré et j'aimerais bien terminer l'année, à voir comment ça se profile. Je visais les 2 millions, ça va être très compliqué, mais je préfère viser haut, comme ça même si on se rate, ce sera quand même très bien. Mais en gros, on va terminer l'année autour des 1,5 million de chiffre d'affaires, quoi, ce qui est super bien pour une première année, on va dire, de société, quoi. Incroyable. Et C'est monstrueux, hein. ouais, Ouais. non, ouais. Et 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 ma question, et là-dessus, c'est tes taux de marge, ils ressemblent à quoi sur une activité comme ça? Ouais, bah, ça va vraiment dépendre en fait. Plus on croit, moins la marge est importante. Ça, c'est important, mais Normal. c'est normal et des fois on le veut parce que, par exemple, c'est bête, mais sur un projet, avant on n'aurait jamais activé un vidéaste. Mais là, on va activer un vidéaste qui est beaucoup plus fort parce qu'on doit bien délivrer ce client et du coup, faut l'engager à l'année et il faut qu'il soit content. Mais généralement, sur un chiffre d'affaires comme ça, on est sur une marge moyenne, on va dire, de 40% pour la plupart, entre 40 et 50% de marge nette, quoi. Ce qui est vraiment très intéressant. Et si on veut beaucoup investir et réinvestir dans notre croissance, exemple, racheter du matos, exemple, là c'est ce qu'on est en train de faire, investir dans des lieux de tournage, forcément ça réduit la marge, mais c'est pour la croissance, quoi. OK. Et dernière question, alors mes infos sont peut-être, je suis parti en voyage de noces pendant un mois, donc on s'est pas vu depuis un mois et une Ouais. semaine. Tu me dis si je me trompe, mais tu fonctionnes sans salarié. Tu es seul juridiquement, tu es seul dans la Ouais, boîte. ouais, j'ai un alternant, mais sinon, ça va peut-être bientôt changer, ça, justement. Mais juridiquement, aujourd'hui, ouais, je suis seul dans la boîte avec un alternant, quoi. Ce qui est incroyable. On avait eu une discussion il y a quelques temps où tu avais tout processé de Ouais. manière à, pareil si je dis pas de bêtises, hein, à ce que tu aies quasiment rien à faire sur le delivery des missions et tout ça. Enfin, il y a des trucs qui affectent officiellement, Ouais. automatiquement à des freelances et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. En fait, pareil, par rapport à notre fonctionnement, en fait, c'est trop puissant et c'est trop bien pour la sérénité et le développement de notre boîte parce que demain, il y a un problème, on n'est pas dans la galère. Après, il y a plein d'inconvénients aussi par rapport à ça, mais c'est normal. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous les modèles. Mais en gros, les gros avantages, c'est que la plupart des personnes avec qui je bosse aujourd'hui sont des prestataires que j'active à la mission. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui change énormément de points parce que du coup, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de presta. Et il y a plein de missions, il y a plein de prestats. Donc ça, c'est bien parce que du coup, la marge, elle empathie pas forcément par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment top. Et l'autre point par rapport à mon implication opérationnelle, j'en ai quand même beaucoup sur la partie. En fait, on a différents pôles, mais sur la partie d'écriture des concepts et des vidéos, c'est ce qu'on s'était dit. Je suis encore pas mal impliqué opérationnellement, mais à la fois, c'est ce qui fait que la boîte se développe et ce qui nous démarque des autres, parce que bah, c'est comme ça que j'ai commencé et c'est ce que j'aime aussi. En vrai, j'aime écrire des vidéos, c'est comme ça que j'ai commencé et du coup, ça me plaît de le faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est quand même très bien structuré, ce qui fait que opérationnellement, la boîte tourne aussi bien, voire mieux que quand j'étais impliqué opérationnellement sur tout. Donc ça, je suis très content parce que pareil, au début, quand tu commences le passage freelance agence, il fait peur et tu te demandes si en fait c'est vraiment possible. Surtout que nous, qui a beaucoup d'humains, c'est un business de service, quoi. Mais ouais, beaucoup impliqué opérationnellement sur l'écriture des scripts. Après, tout ce qui est la partie commerciale, la gestion de projet, les tournages, le montage. Aujourd'hui, sur tout ça, les onboarding, etc., je suis vraiment plus impliqué opérationnellement. J'ai juste un rôle de manager des équipes, quoi. Très, très, très clair. Luc, est-ce que tu as des questions? Je t'ai coupé la parole. Enfin, j'ai Ouais. hijacké le pod là de Non, manière mais très mal polie. c'était absolument aucun souci, c'était absolument passionnant. Euh, Moi, je voulais rebondir, mais du coup, Alex, tu as parfaitement posé la question au début. C'est vrai que tu as parlé de l'innovation que vous avez amenée en termes de process. Vous avez un peu industrialisé la chose. On avait parlé pendant le podcast avec Clément Vanier sur les agences, les industrialized agency, mais qui, eux, se basaient plus sur l'abonnement d'ailleurs. Mais vous avez Mm. vraiment réussi à industrialiser la chose finalement dans le delivery. Et ensuite, en fait, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui fait la vraie différence, c'est le contenu. Votre contenu est incroyable. Euh, Moi, je vous ai vu à de nombreuses reprises sur des ads, je vous ai vu à de nombreuses reprises sur le contenu organique, mais surtout,
je vois tous tes posts presque insolents finalement sur LinkedIn qui font crier de jalousie la moitié des internautes. Et je me dis, mais comment, j'aimerais bien qu'on puisse un peu rentrer dans ta tête, rentrer dans ta routine de créativité et que tu puisses décrire ton process de créativité. Comment est-ce que, parce que initialement, tu as dit que tu es tombé dessus un peu par hasard, etc. Mais est-ce que finalement, tu as des process de veille? Comment se passe ton process de créativité? Tu as des formats qui marchent, j'imagine que tu les répliques en fonction de l'audience, mais combien est-ce que tu as de formats dans ton catalogue? Comment est-ce que tu vas chercher les nouveaux formats? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, c'est hyper intéressant comme question. Bah, du coup, il y a vraiment la partie créative sur LinkedIn pour moi, qui est complètement différente de la partie créative pour l'agence. Je peux commencer pour l'agence, je pense que c'était surtout ça, sur ça qu'on centrait la question. Mais ouais, nous on est une agence créative, du coup forcément faut hyper processer aussi ça. Et là surtout c'est vraiment mon combat de ces dernières semaines. Là on est en train de faire vraiment un monstre en créativité chez Short qu'on n'avait pas forcément, même quand nous on discutait Alex. En gros, là, ce que j'ai fait, moi, ce que j'ai structuré, c'était vraiment pour pas perdre en valeur, même avec le fait de déléguer. Donc aujourd'hui, en interne, ce que j'ai créé, c'est un catalogue de scripts. Donc en gros, c'est simple. Et vraiment, ça a trop de valeur, c'est trop puissant. J'ai repris, parce que ça, pareil, c'est énormément de travail, mais tous les scripts qui avaient performé, genre vraiment surperformé, genre qui avaient fait exploser les performances de nos clients, sachant qu'on fait sur du volume, du coup on a produit énormément de vidéos, on en fait entre 250 et 300 par mois. Donc à chaque fois les vidéos qui explosent réellement, j'ai un catalogue du coup qui est du coup qu'on peut filtrer par secteur, donc e-commerce, SaaS, boutique physique, application, restaurant, etc. Et par persona. Est-ce que c'est du moins de 18 ans? Est-ce que c'est du 18-25 ans? Est-ce que c'est du 25-35, 40-60, plus de 40 ans, plus de 70 ans? Et du coup, tu peux tout filtrer en fait. Et quand tu mets un filtre, exemple e-commerce, qui ont une cible 35-50 ans, tac, et en fait, tu as toutes les marques et tous les scripts les plus performants qu'on a rédigés au sein de l'agence. Et du coup, ça c'est hyper puissant parce qu'en fait, on a juste à s'appuyer sur de la data et sur des structures de scripts qui sont déjà prémâchées, qui sont déjà faites, et on sait qu'elles fonctionnent. Ensuite, on a un autre point, c'est un catalogue de formats. Donc, tu as parlé de formats, on a environ, je saurais pas te dire exactement, mais on a entre 7 et 10 formats, je dirais. Donc on en a vraiment pas mal, tu vois, on a vraiment pas que ce format à l'iPhone, on en a à la caméra, on en a en mode podcast, on en a avec les lunettes Ray-Ban qu'on filme, on en a en micro-trottoir, on en a des plus simples, on a vraiment plein de types de formats aujourd'hui qu'on produit. Et pareil, il y a un catalogue du coup qui est fait par format les plus performants qu'on a, c'est sur un drive, avec à chaque fois par format les vidéos qui performent le plus. Et du coup, une analyse de moi, par exemple, qui analyse les vidéos, de pourquoi cette vidéo performe. Donc on a vraiment pareil, là c'était mon travail des dernières semaines, mais pour essayer de faire vraiment une machine qui tourne sans réflexion, même s'il faut de la réflexion, hein, mais voilà, une machine qui même avec peu de réflexion peut tourner, parce que juste on produit tellement de vidéos qu'on a juste en fait à s'appuyer sur la data de nos clients et les perfs qu'on arrive à amener. Et du coup, juste de répliquer ça pour chaque client en adaptant à chaque marque, et il n'y a aucune raison que par exemple sur un pack de 6 ou un pack de 10, il n'y ait pas une seule vidéo qui soit une top performance, quoi. C'est hyper intéressant. J'imagine que derrière, vous demandez pas mal d'infos à vos clients et après, vous mélangez ces infos avec le script winner. Vous demandez à ChatGPT peut-être de mettre son nez là-dedans et ça vous fait finalement du contenu à l'appel illimité. Et au lieu de passer Ouais, 2 heures au niveau de la recherche, de l'écriture ou que sais-je, en 30 secondes, vous avez un brouillon de script qui ouais. fonctionne et puis après, tu envoies ce qu'il faut aux freelances et les freelances se déplacent. Ouais, c'est un peu ça, c'est dans mes rêves. On n'a pas encore vraiment réussi à automatiser avec ChatGPT. J'essaye, je suis sur le truc, mais franchement, j'ai testé trop de choses. Pour, c- pour certains clients, ça peut être pertinent. Quand c'est des formats à l'iPhone en duo avec beaucoup de créativité, avec le fait de jouer avec par exemple les éléments du décor, là c'est vraiment plus compliqué de le faire avec ChatGPT. Mais comment? Mais ouais, c'est exactement ça. En gros, on a pas mal, pareil, on utilise Foreplay, c'est un logiciel pour la veille sur les ads qui est franchement exceptionnel. Et on a du coup des catalogues de concepts en interne qui fait que toutes les équipes peuvent se baser sur ça. C'est tous les concepts les plus performants chez nos clients, mais aussi chez tout ce qui se fait actuellement dans tous les domaines. Donc vraiment en France et même aux États-Unis, vu qu'ils sont quand même pas mal d'avance sur surtout certaines marques, genre iSmile par exemple, qui sont très très forts en concept ads. Et du coup, on a un catalogue où on a juste à aller piocher les concepts. Évidemment, il y a une phase de réflexion avec notre cerveau par rapport à ce que le client veut. Mais pareil, on a vraiment tout automatisé. La prise d'infos, donc ce que tu as dit au début sur le client, c'est fait via un formulaire en début de collaboration. Du coup, il y a vraiment des questions qui sont super bien faites justement nous pour nous aider à rédiger et qu'à partir du moment où on reçoit ce formulaire, on a toutes les infos pour penser aux vidéos. Donc aujourd'hui, on a super bien automatisé et processé le truc. On l'a pas encore vraiment fait avec ChatGPT qui fait qu'on le fait en 30 secondes. Mais au lieu de passer, parce que la plupart des agences mettent des personnes qui vont peut-être passer 1 heure par script, bah nous on peut se permettre de mettre 10-15 minutes et que le script va performer quoi.
Foreplay, je ne connaissais pas. Je vous invite à aller voir, c'est hyper intéressant. En plus, Ouais. ça coûte vraiment pas cher, 49 €. T'as accès à Et T'as pas mal accès de à choses. tout et t'as une bonne version gratuite de Foreplay, franchement, qui est super. Tu peux organiser Ok. ta veille. Si tu veux être performant en ads, c'est le logiciel vraiment à utiliser et je suis pas Est-ce sponsorisé, quoi. et est-ce que tu peux nous donner un peu des résultats de clients que tu as pu obtenir, histoire qu'on puisse vraiment comprendre la force d'une vidéo, que ce soit en termes d'abonnés, mais surtout, pourquoi pas en termes de leads, en termes de clients derrière immédiats. Alors, pour les restaurants, c'est peut-être un peu plus compliqué à mesurer, mais sur des business très en ligne, c'est quoi les datas que vous arrivez à remonter? Ouais, bah justement, nous, on a réussi à mesurer aussi avec des restaurants. Par exemple, je vais citer quelques études de cas. En fait, nous, on a deux objectifs avec les marques. C'est soit du coup diviser, diminuer leur coût d'acquisition, si c'est de l'ads, soit aller chercher des grosses perfs en organique. Et du coup, en organique, ça peut soit être des perfs hyper générales parce qu'ils veulent juste de la visibilité et faire grandir les comptes, soit aller ramener des clients avec de l'organique et aussi faire des vues. Exemple, on a géré l'ouverture de Jiraya. C'est un restaurant sur Bordeaux. Peut-être que ça te parle, Alex, qui a ouvert dans la rue Sainte-Catherine avec restaurant grec? Charles. Ouais, exactement. Avec Tom et Charles en fondateur, avec qui je m'entends super bien. Mais du coup, bref, au départ, on a commencé par bosser ensemble et on a produit du coup un premier pack de vidéos pour leur arrivée sur Bordeaux. Et pour te donner une idée, ils ont publié la première vidéo, sachant que l'acteur dans la vidéo, c'est le franchisé de Bordeaux. La vidéo, elle est montée direct à 500, 600, je crois aujourd'hui elle a 600, 700 000 vues. Et leur chiffre d'affaires, ils étaient à, je l'ai mis sur mon site études de cas, ils devaient être à 60 000 de chiffre d'affaires mensuel. Et à partir du moment où ils ont publié notre vidéo, ça a explosé. File d'attente tous les jours devant le resto, des centaines de personnes qui viennent parce qu'ils ont vu les vidéos sur Insta et TikTok et ils sont passés à 130 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Tu vois, donc ça a doublé le chiffre d'affaires et le pire, vraiment c'est exceptionnel, hein, mais c'est que ce chiffre d'affaires-là c'est maintenu. Genre, c'est pas ils ont doublé pendant un mois. Non, c'est qu'en fait ça a amené des médias, ça a amené de la hype, ça a fait que tout le monde a fait des vidéos du concept parce que le concept était tendance. Donc tu vois, là ça a un impact direct par exemple sur un chiffre d'affaires d'un restaurant du coup qui est un lieu physique. Après en termes de stats en organique, nous avec des restaurants, on en a accompagné plein et même avec tout type de boîtes. On a déjà fait des vidéos, tu vois, qui sont allées chercher du 7 millions de vues, du 6 millions de vues, du 5 millions de vues en organique, tu vois, donc vraiment sans budget. Il y a le restaurant aussi Eco, peut-être que tu connais Alex sur Bordeaux. On les a montés de 0 à 110 000 ou 120 000 abonnés sur YouTube en un an. Tu vois, donc hyper puissant. Et pareil, on fait pareil avec des marques en e-commerce, même des SaaS et en ads cette fois. On a par exemple, ça va vraiment dépendre du domaine, on va dire. On a des SaaS, on a des e-commerce, on a des applications. Mais pareil, avec des applications qui ont par exemple un coût, et pareil, c'est vraiment ça le combat, c'est le coût d'acquisition. Exemple, il y a Split, en plus, qui est une boîte bordelaise. Peut-être que ça te parle, Alex. Ouais, 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 ouais. Ils tournaient à 2 euros, 2,30 € de coût par inscrit avec leurs ads. On les a baissés à moins de 1 euro. Tu vois, donc sur ça, en fait, c'est le pack le plus rentable du monde. Genre, tu peux scale sur les créas en illimité. Pareil avec Abi. Abi, c'est un logiciel de compta en B2C, B2B. On a divisé leur coût d'inscription, on a divisé pareil leur coût sur de l'abonnement, donc eux ils sont hyper contents et on fait ça avec plein de boîtes parce qu'en fait il suffit que sur un pack, t'aies une vidéo qui est une top créa, bah en fait tu scales ton budget dessus et en fait les 3 000 € que t'as mis ils sont directement rentabilisés juste parce que la créa elle va tourner pendant 6 mois. Il y a des créas sur Abi qui ont tourné pendant un an et qui étaient rentables pendant un an. Incroyable. Ça donne Donc envie non, quand bien même, hein. puissant. Et, il y a une question qu'on pose beaucoup dans le podcast. Normalement, elle arrive à la fin. Je sais pas si on est encore à la fin, mais en tout cas, je trouve que c'est le bon moment pour la poser. On a parlé vite fait de ChatGPT tout à l'heure. Je pense que tu as remarqué, et on en a déjà discuté plusieurs fois au bureau, on est dans un tournant technologique majeur, il se passe plein de trucs et tout ça. D'après toi, c'est quoi le futur de ton marché? Déjà, c'est peut-être pas l'IA, mais la question est en deux phases. C'est quoi le futur de ton marché? Et qu'est-ce que tu penses de l'impact de l'IA sur le marché de l'agence en général et spécifiquement Ouais. toi dans un second temps? Ok, ouais, pas mal de questions là. C'est un peu complexe, mais sur l'avenir de mon marché de la vidéo, bah, je pense que c'est un petit peu là ce qui se passe aussi ces derniers mois. C'est que on va de plus en plus démocratiser, je pense, la vidéo pas chère et la vidéo en volume, mine de rien, parce qu'on a amené quelque chose en France, que là, il y a plein d'agences qui sont en train de dupliquer. C'est normal, c'est ce qui marche, donc ils voient ce qui marche, ils dupliquent ce qui marche avec exactement nos formats, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Mais bon, tant mieux, à la fois, ça démocratise la vidéo, donc je suis content, ça nous sert aussi indirectement. Mais bon, je pense que le marché de la créa, en fait, c'est exactement ça. C'est que ça va être le combat de celui qui est le plus créatif possible
parce que dans tous les cas, la vidéo est accessible aujourd'hui, on n'est pas obligé de payer 1 500 € l'UGC. Donc celui qui est le plus créatif possible et surtout, et c'est pour ça, c'est ça je pense le combat, et moi je pense que c'est ça l'avenir du marché, c'est surtout la première agence, parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas, mais la première agence qui va réussir à ramener ces formats, je cite des marques au hasard, mais sur des marques comme Ferrari, comme Rolex, sur des marques comme Louis Vuitton, sur des grands groupes, tu vois, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas du tout adopté cette manière de communiquer, et c'est normal. Mais je sais, et j'en suis sûr que ça va arriver, parce que c'est logique et ça va se faire petit à petit, ce sera peut-être dans quelques années, mais ce sera la première agence qui va réussir à amener ce format-là qu'on a fait à l'iPhone, qui marche très bien, mais qui reste dans les codes de grands groupes avec toutes les contraintes de marque qu'ils ont. Donc je pense pour moi ça va se développer comme ça. Et le format vidéo en tout cas, ce qui est sûr, mais ça j'en suis sûr à 3000%, c'est que dans 5 ans, il sera toujours aussi puissant et on sera toujours sur la vidéo. Peut-être que ce sera un autre type de vidéo, peut-être que le format à l'iPhone en duo comme qu'on a créé, peut-être qu'il se sera épuisé parce qu'on en aura trop vu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui les gens ils ont plus d'attention, les gens des photos ça capte plus. C'est la réalité, c'est juste une réalité psychologique. Donc en fait, la vidéo sera toujours là, juste ce sera le jeu de celui qui arrive le mieux à capter l'attention. Et je pense qu'il y a plein de choses qui vont se développer, comme par exemple, il y a TikTok Shop qui a fait aussi son apparition, qui est super puissant et qui aujourd'hui, voilà, est pas non plus hyper connu en France et qui est pas vraiment utilisé par les marques. Mais ça, je pense, c'est tout des systèmes qui, mine de rien, vont se développer et qui vont amener les marques à encore plus communiquer, quoi. Donc bref, ma vision sur la vidéo, c'est ça. Sur l'IA, par rapport au business d'agence et même au business de la vidéo, je pense que l'IA dans le business de service, vraiment, elle peut. Après, je suis partagé. Je pense qu'elle peut vraiment révolutionner le truc parce que en fait, ça permet de remplacer des employés, hein, tout simplement. Du coup, ça coûte moins cher, c'est plus rapide, ça prend pas de vacances. Donc en vrai, bah, c'est tous des points qui forcément sont hyper puissants. Donc dans la vidéo, par exemple, sur mon business à moi, je sais que l'IA ne me permettra jamais de produire des vidéos, et ça je pense que c'est une erreur de le croire, elle nous permettra jamais de faire un format à l'iPhone et d'aller dans un restaurant et de simuler le fait qu'on fasse un burger. Ça sera pas le cas, je pense, et c'est pas ça qu'il faut chercher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est créativement parlant, l'IA est encore pas assez forte, je trouve, par rapport au format nous qu'on sort. Elle est forte sur des formats facecam plus classiques, mais quand il y a vraiment de la créativité, elle fait pas assez de veille, elle est pas assez à jour, on va dire, sur ce qui se fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, elle va nous permettre créativement d'être plus fort que l'humain, et j'en suis sûr. Donc tous les métiers qui se créent, type les copywriters, les créatifs stratégistes, etc. Je suis sûr que l'IA un jour va largement concurrencer et sera meilleure que tous ces profils-là, parce que juste en fait, elle aura beaucoup trop de data sur les vidéos qui fonctionnent. Et une fois que même nous, on lui aura donné chaque mois nos 300 vidéos et peut-être les 100, les 50, 100 qui sont des top performers, bah forcément, elle va devenir très forte au bout de quelques années. Donc je pense que c'est sur ça, mais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, surtout qu'il y a plein de business qui se créent, peut-être vous avez vu, avec des agences qui adoptent, là c'est un peu la révolution, mais des équipes IA. Genre t'as le manager IA, t'as le copywriter IA, t'as le manager qui parle au Est-ce que ça copywriter marche IA. vraiment ça ou pas? Ça marche vraiment ou Je sais pas? je sais pas, il y en a beaucoup qui m'en parlent. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Et même les personnes avec qui j'en parle, qui créent ça, sont pas vraiment directement convaincus. Mais ils se disent que si ça pète, ce sera les premiers à faire ça. Je pense que ça peut vraiment marcher. Juste aujourd'hui, en vrai, tu peux pas faire tourner une agence avec ça. Moi, j'y crois pas, quoi. Pas sur un service aussi complexe, c'est pas possible. Est-ce que tu peux nous rentrer un peu dans ton business? Parce que tu as dit un truc tout à l'heure très rapidement, mais que je trouve délirant. Le fait que tu sois seul dans ton activité. Donc là, tu fais plus d'1 million par an de chiffre d'affaires, ou du moins tu vas faire plus d'1 million par an cette année. Et t'es solo avec un alternant, c'est absolument délirant. Ouais. Comment est-ce que tu t'organises Alors, t'as combien de freelance? Ouais. Comment est-ce que tu t'organises avec eux? Euh, Comment est-ce que tu répartis les tâches? Comment tu arrives à processiser aussi l'équipe? Quel outil tu Ouais. utilises? Est-ce que tu peux vraiment nous rentrer un peu dans les détails de ça, s'il te plaît? Ouais, ça c'est un petit peu une folie. Après, on a beaucoup de prestataires, donc on dirait que c'est exceptionnel, mais bon, en vrai, c'est un fonctionnement. On a de l'humain. De toute façon, l'agence, à part si un jour, comme on disait, il y a l'IA qui arrive. Dans tous les cas, c'est de l'humain. Donc, il y a de l'humain derrière notre boîte, sinon on pourrait pas scaler quoi. Mais en gros, comment on est organisé aujourd'hui, je pense qu'on a la chance qu'on a un business de un qui joue sur le volume et de deux qu'on a hyper processé et productisé. Du coup, dans la plupart des pôles et des missions qu'on a, c'est toutes des choses qu'on peut activer à la prestation. Exemple, un monteur, ça s'active à la prestation. Un commercial, ça se paye au closing. Je sais pas, un cadreur, un vidéaste, ça se paye au tournage ou à la vidéo par exemple. Donc aujourd'hui, c'est le fonctionnement qu'on a avec nos prestataires. Donc en gros, comment on fonctionne? On a un catalogue, enfin plutôt j'ai un catalogue de prestataires sur les différents pôles.
Donc par exemple sur la gestion de projet, on va peut-être avoir 4 prestataires. Sur le tournage, on va en avoir 5. Sur le montage, on va en avoir 2 principaux et en tout 2 qui peuvent venir aider, on va dire, si jamais les principaux sont sous l'eau. Mais bref, on a un catalogue de prestataires sur chaque pôle. C'est tous des prestataires de confiance qui connaissent ton fonctionnement, qui connaissent notre vision et ce qu'on veut faire avec l'agence, qui maîtrisent les process dans leur partie. Et du coup, c'est des prestataires qu'on peut activer. Et donc nous, ce qu'on a aujourd'hui dans l'agence, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je pense qu'il y a ses limites à ce modèle et que forcément, au bout d'un moment, on va être obligé, notamment par pôle, de recruter peut-être en CDI un profil principal qui va gérer. Mais le but, c'est vraiment de rester au maximum avec des freelances activables à la mission. Et du coup, comment j'ai structuré ça? Eh ben, il y a différents freelances avec différents niveaux de priorité. Exemple, on sait que là, c'est le freelance numéro un, mais c'est un freelance donc il peut ne pas être disponible. Bah, dans ce cas-là, on a le freelance numéro 2. S'il n'est pas disponible, on a le freelance numéro 3. Sur certaines missions, il faut prioriser absolument ce freelance numéro 2 parce qu'il est meilleur pour ce type de vidéo. Et du coup, il y a vraiment un catalogue de freelance qui est très bien structuré en interne, qui fait que par mission et par pôle, on active les prestataires qui sont bons. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ce qui fait qu'en fait, mais c'est vraiment grâce, et ça c'est le premier point, grâce à la productisation de notre service. Sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Aujourd'hui, tous les process sont définis. Exemple, je donne un exemple en gestion de projet. C'est des chefs de projet qu'on va activer au projet. Du coup, ils vont être payés un certain montant pour gérer ce projet-là. Et à eux, après, de gérer le volume qu'ils veulent selon les activités qu'ils ont à côté et le temps qu'ils veulent dédier à Short. Et par rapport à ça, en gestion de projet, on a toute une carte mentale, un Miro, avec exactement, pour vous rendre compte à quel point, chaque message qu'il faut dire au client selon ce qui se passe. Donc vraiment, il y a besoin d'un peu de réflexion, c'est normal, mais tout est processé de sorte à ce que les personnes avec qui on bosse aient à réfléchir le moins possible pour que le niveau de satisfaction client soit le plus élevé possible. Voilà, je sais pas si j'ai été clair. C'est assez adhérent, Alex, parce que là, sur le podcast, c'est le deuxième Mathis qu'on a reçu, et les deux sont absolument fascinants, avec un niveau de process et une maturité professionnelle et business que je trouve assez adhérent à leur âge quand même. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, je suis toujours, scotché à chaque fois que je discute avec toi, Mathis. L'autre aussi, mais on se voit plus souvent avec ce Mathis. Ouais. De, du niveau de réflexion que tu mets vraiment dans les process. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on dit depuis le début du podcast. Ta boîte, elle est résumable quasiment à deux grandes idées, Ouais. quoi, du process et du contenu créatif. Et en fait, quelque part, tout le reste, c'est de la distraction. Alors Ouais. oui, tu fais des posts LinkedIn, oui, il faut que tu gères ta compta, oui, il faut que tu gères je sais pas quoi, mais quelque part, tout le reste, ça sort de l'équation. Tu pourrais le faire Mm. moyennement, c'est pas grave, mais tu as décidé sur deux trucs d'être excellent, d'être world class peut-être, tu vois, et c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça. Et là où, encore une fois, et je reparle de mon expérience, mais là où dans les agences dans lesquelles moi j'étais, même si j'ai toujours été qu'advisor, mais que ce soit au Ouais. russe ou ça, il y avait beaucoup moins de process et beaucoup plus de football samba, si tu veux. C'est plus du style. C'était très bon commercialement, c'était très bon en réseau, c'était très bon pour aller chercher des trucs très shiny, si tu veux, et prendre en effet des gros tickets sur des trucs, mais avec un niveau de risque, du coup, qui devenait complètement insoutenable. Et c'est un peu ce qui s'est passé, notamment chez Horus, quand le marché s'est retourné. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait le Ouais. même chiffre d'affaires, mais là où toi, tu fais ton chiffre d'affaires sur, j'en sais rien, j'ai pas envie de dire de conneries, mais 150 ou 200 clients peut-être, ou enfin, Ouais. un truc délirant. Nous, on faisait ce chiffre d'affaires-là sur 8 clients, si tu veux. Ouais. Ouais, c'est Et ça donc, le du coup, danger. t'avais une sérénité qui était pas du tout la même. Tu vois, Ouais. toi, je vois pas bien ce qui peut t'arriver. Bah, tu peux perdre un client à droite à gauche, ok. Au lieu Ouais, de c'est faire 2 ça. millions, tu fais 1,5 million. Bon, bah, fine. Mais Ouais, non, on tourne, ça c'est vraiment puissant et on tourne, on va dire, entre, ça va dépendre des mois, on a 100 000 stabilisés, mais en mars on a fait 130, en avril par exemple on a fait 75, mais on tourne entre 25 et 35 clients par mois. Et dans ça, c'est surtout ça aussi qui est hyper puissant et que j'ai pas mentionné jusqu'ici, c'est qu'on a un modèle qui est basé sur du one shot. Du coup, on a beaucoup de one shot, mais on a du récurrent. Et du coup, on a du récurrent qui nous permet aussi d'absorber bah, toutes les charges fixes et toutes les charges qu'on peut avoir. Donc ça, c'est puissant. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de développer et sur la partie sur laquelle on a vraiment eu du mal de développer le récurrent. Mais là, c'est vraiment mon focus actuel, c'est essayer de développer du récurrent parce que de un, on est gagnant nous parce qu'on a plus de stabilité et de deux, et ça c'est véridique, les marques sont gagnantes parce qu'on peut réitérer vu qu'on fait de la créa. Donc vraiment, c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Et du coup, c'est vraiment ça qui est puissant. Mais oui, en tout cas, on a un grand nombre de clients qui fait que si on en perd un, bon, ça dépend le client, mais si on en perd un, c'est moins dangereux que vous où il y a des énormes contrats à des dizaines de milliers d'euros, quoi.
Mais le modèle était hyper dangereux. Et je vais te dire pire que ça. À l'époque, chez Cerber, il y a une époque où on tournait sur 2 clients, Ouais, c'est. dont un qui devait faire, j'hésite entre 70 et 85%. J'ai plus les chiffres exacts en tête, Ouais, faudrait voir. Mais donc autant te dire que le niveau de risque et de danger était complètement, énorme. enfin hors ratio quoi. Et je le dis pour tout le monde, hein, je parle pas de mon expérience pour dire que c'est bien, au contraire pour dire que c'est une très mauvaise idée, ne faites surtout pas ça. Enfin, si c'est transitoire et que vous êtes obligé de le faire, faites-le, mais évitez au maximum de le faire. Et quand tu parlais de tes charges fixes, c'est-à-dire que quand tu dis, tu as en gros, je schématise, mais Ouais. 50% de marge, 50% de coûts liés à la vidéo et à tout le truc. Après, sur ces 50% là, t'as tes charges fixes. Ça, c'est autre chose. Ouais, alors, ouais, non, c'est un peu la même chose. En gros, quand je dis charge fixe, surtout, mais c'est pas vraiment des charges fixes du coup, mais c'est par exemple, je sais qu'aujourd'hui, on a entre, ça va dépendre des mois, mais entre 8 et 12 clients peut-être récurrents. Là, on est en train d'essayer de monter vers 15-20 justement. Et ben, je sais que par rapport à ça, je vais avoir tant de charges parce que je sais combien un client, même si là, on commence à des fois avoir des grosses offres qui peuvent sortir un peu du scope, mais je sais en moyenne combien sur nos packs classiques 3000, 4000, combien je vais dépenser pour des prestataires. Parce que Ouais. c'est pas le but que je fasse le tournage tout seul. Donc je sais par rapport à ça que de base, j'ai un niveau de charge qui est tel. Mais en fait, c'est sur du client qui rentre quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est sur du récurrent. Donc il n'y a pas ce niveau de risque où je me dis j'ai 80 000 euros de salaire à verser chaque mois. Et si je le fais pas, je suis dans la sauce. Et c'est ça aussi le gros avantage du modèle. Ouais. Mais les désavantages, c'est que j'ai des personnes, et c'est normal, mais c'est l'autre côté, qui sont. Mais à la fois, je pense que c'est même pas vrai, mais bref, moi dans ma vision aussi, je me dis, j'ai des personnes qui sont moins impliquées émotionnellement que des personnes à temps plein en CDI. Et j'ai des personnes qui sont moins attachées à la boîte, j'ai des personnes qui ont moins Ouais. d'avantages avec la boîte. Mais c'est normal, c'est le ratio, quoi. Et pour faire tourner une boîte comme ça, t'as combien de charges fixes hors Ouais. production de vidéo? J'entends, tu sais, outils, ton salaire, enfin, Ouais. je crois que tu te payes, tu m'avais dit, tu te payes pas pour l'instant, tu laisses tout sur la Ouais, boîte. non, Enfin, j'ai pas de rémunération. Franchement, j'ai très peu de charges fixes. J'ai quelques petits points quand même. Bon, ça va être des trucs classiques, mais genre les experts comptables. Un groupe d'assistantes, mais ça pour le coup c'est vraiment bien. J'ai quand même pas mal de, on en a pris pas mal. J'en ai coupé pas mal ces derniers temps, mais de logiciels. Donc dur à dire. Je dirais de fixe entre 5 et 10 000 quoi. ok. Chaque mois où je sais que ça va Pas mal quand sortir. même. Ouais, ouais, c'est quand même pas mal. Et après, il y a aussi, et ça mine de rien, ça tape vite. On est dans la vidéo, donc il y a aussi la question du matériel. Ça peut vite taper, hein. Faut acheter un iPhone. Nous, on joue sur le volume. Faut peut-être en acheter deux. Il y a peut-être des tablettes à acheter. Donc tout ça, ça peut vite monter aussi. Et c'est ce qui fait aussi les charges qu'en vrai, faut prendre en compte, quoi. Il y a des lumières. Les lumières, ça coûte cher. Il y a plein de choses, quoi. Ok, ouais. Mais ça Donc, reste très léger par rapport au volume qu'on fait. Ça reste maîtrisé, quoi, on va dire. ouais, non, mais c'est aussi important que les gens comprennent que c'est pas magique, que c'est pas du Non, style, tu fais 100 000, t'as 50 000 de prod, t'as 50 000 non, dans ta poche tous les mois, tu vois. Ça, c'est non, c'est hyper vraiment pas important. ça. C'est hyper important que les gens s'en rendent compte parce que c'est un Ouais, truc que moi j'avais mis du mal à expliquer, c'est que quand tu fais du chiffre d'affaires très bien, et j'étais le premier ouais. touché par ce cas-là, Mm. ce qui te reste à la fin dans la poche Ouais, réellement, et quand là moi je dis dans la poche, là moi je suis salarié de ma propre structure, donc si ouais. tu veux quelque part dans ma poche à moi, et quand tu vois tout ce que tu as payé, enfin, les gens se rendent pas forcément compte, tu vois, du gap qu'il y a entre Ouais, non. ce que tu dépenses toi au resto et en vacances versus Ouais, tout ce que tu as gagné. Et les ouais. gens, ils peuvent avoir cette fausse croyance. Et j'aime bien quand toi tu dis, bah moi en fait, aujourd'hui, je me paye pas, tu vois. Alors, parce que tu Ouais, as, de ouf. fait ton optimisation, machin, mais quelque part, ça prouve aussi que tu vois, c'est pas magique et c'est pas tout de suite, enfin, Lamborghini et je sais pas quoi, quoi. Non, non, ouais, non, ça c'est hyper important. Ouais, ça je voulais y revenir avant même de finir. En fait, j'ai un modèle qui est hyper, en fait, tu l'as dit, qui est hyper simplifié. Mais du coup, il y a un problème aujourd'hui que je rencontre, mais c'est normal, c'est que les gens pensent que du coup c'est facile. Alors qu'en fait, c'est vraiment, et c'est la pire erreur, genre c'est franchement l'année dernière, en juin, je me rappelle, c'était à la fin de mon freelance. Franchement, j'étais à deux doigts du burn-out. Vraiment, j'avais un taf opérationnel pour le coup qui était vraiment terrible. Genre vraiment, c'était fou. Et bref, je me suis juré, du coup, c'est par rapport à ça, juste après, ça s'est passé en juin, donc j'ai créé mon agence en juillet, où je me suis dit, c'est bon, faut que je délègue là, faut que j'apprenne, c'est plus possible, je peux pas gérer ça tout seul. J'ai fait 56 000 en freelance solo, c'était lunaire, c'était du grand n'importe quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi dans ma vie. Et voilà, et par exemple, cette année, je me suis juré que j'allais pas refaire la bêtise.
Au final, c'est d'autres tâches, c'est pas opérationnel, mais j'ai une charge de travail qui est complètement démesurée. Et ça, faut le dire, c'est du grand n'importe quoi. Et je ne vis pas, je sais pas comment expliquer, mais je ne profite pas, en tout cas encore aujourd'hui, du tout financièrement de ma boîte. J'ai aucun avantage. Genre, je suis là, je suis dans ma chambre en train de bosser, je peux jamais prendre de vacances. Ça, c'est important, tu vois, faut le dire. Là, j'essaye de prendre une semaine en juin, ma première semaine de l'année. Je suis dans une galère, tu sais, j'essaye de structurer, de pas y penser. C'est super dur, tu vois. Donc ça, c'est la réalité aussi de l'entrepreneuriat. Il y a LinkedIn, il y a les 50 premières minutes de ce podcast, mais il y a la réalité derrière, tu vois, où j'ai jamais de week-end. J'essaye de prendre le dimanche, mais des fois c'est compliqué, j'ai toute ma rédaction LinkedIn qui me rattrape. J'ai jamais de vacances. Je vois très très peu ma famille parce que je suis tout le temps au taf. Je me lève le matin à 6h. À 6h30, je suis devant l'ordi. Je finis, il est peut-être 20h30, 21h, 21h30 si après je veux faire du sport. Enfin voilà. Donc ça fait des journées qui sont terribles. Et même par rapport à ça, par rapport au niveau de coût, je pense sérieusement, et c'est ça des fois qu'on a du mal à comprendre, mais que financièrement, même si je suis pas un gros dépensier, je vis avec très peu, mais que j'aurais pu avoir plus en étant en freelance et en margeant à 100% en prenant mes prestats. Et ça, je pense, c'est un peu le débat de tout le monde, c'est est-ce que tu restes à un niveau convenable de chiffre d'affaires et tu marches comme un ouf, et du coup tu profites de ta vie et t'as pas tant de travail que ça, ou alors est-ce que tu scales, mais du coup je pense quand tu passes comme moi avec Shorts où j'ai envie d'amener, tu vois pas ça pour te prendre de l'argent. Moi, je m'en fiche de prendre de l'argent dans les poches, même s'il faut de l'argent pour vivre. Mais je m'en fiche. Moi, ce que je veux, juste, c'est de faire la plus grosse boîte possible, de réinvestir le plus possible dans ma croissance. Et du coup, pour quelqu'un qui démarre une boîte, dire qu'il a 10, 20 000, quand il fait 130 000, peut-être il va avoir 70 000, tu vois, entre 50 et 70 000 de sorties, ça fait peur. Mais en fait, t'as pas le choix si tu veux scaler une boîte. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est que surtout en agence, tu vends une prestation à tel prix. Le but, c'est d'avoir un niveau de charge qui est moins important, mais de payer le prix pour que les prestataires, du coup, délivrent, ou les employés délivrent la prestation. Et surtout, il faut bien payer si tu veux que les prestataires délivrent bien la prestation. Donc, il y a un petit peu tout ce côté-là où c'est beau, etc. Et après, là, il y a la réalité aussi, où au final, même quand je dis, tu vois, que tu as 40% de marge, au final, est-ce que c'est 40% que je prends? Bah, pas du tout. C'est pas de la rémunération que je me verse. Aujourd'hui, j'ai pas de rémunération. Et si je voulais me les verser, bah, du coup, forcément, c'est pas la même chose. Après, tu te refais taper dessus. Donc, mais bref, c'est normal aussi, et c'est compliqué quand t'es pas entrepreneur de comprendre, mais quand t'es entrepreneur, en fait, tu sais, et là, moi, je me rendais pas compte, en fait, mais quand t'es entrepreneur, moi, sur LinkedIn, mais c'est parce que ça marche. Ouais, je fais 100 000 euros, je dis ça. Mais en fait, ça veut dire quoi? Je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, je fais 100 000 euros de bénéfices, j'ai peut-être 150 000 euros de charges. Tu sais, ça veut tout et rien dire. Du coup, il y a aussi les chiffres quand tu connais pas. Il y a les chiffres quand tu es entrepreneur. Et en fait, un chiffre d'affaires de 100 000 peut paraître énorme. Et pour le coup, pour moi, est énorme par rapport à mon business et tout. Mais en fait, il y a plein de boîtes qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui sont au final pas si rentables que ça, quoi. Et d'ailleurs, pour ça, est-ce que LinkedIn, ça t'a enfin, est-ce que tu peux plutôt montrer tes chiffres sur LinkedIn, ça t'a vraiment aidé à trouver des clients? Ouais, ça c'est une vraie question. Mais ouais, pour le coup, en vrai, on a lancé les ads à partir de janvier, là, début d'année, pour l'acquisition sur l'agence. Mais avant ça, déjà, 100% de mon acquisition venait de LinkedIn. Ok. Et aujourd'hui, je dirais que 70% encore de mon acquisition vient de LinkedIn. Et tous mes posts qui parlent d'argent marche souvent mieux que mes posts qui ne parlent pas d'argent. Du coup, on m'insulte quand je parle d'argent et on n'est pas content, mais quand je parle pas d'argent, il y a personne qui m'insulte, mais il y a personne qui réagit. Donc c'est pour ça, c'est compliqué. Parler d'argent, c'est un sujet qui est complexe. Même, je pense, vous le savez, mais par rapport à ces équipes derrière, pour ceux qui n'ont pas la maturité de se dire qu'en fait le mec gagne pas 130 000 euros, genre c'est pas ça. Et du coup, il y a plein d'inconvénients de parler d'argent, mais d'un autre côté, c'est l'acquisition de ma boîte, donc compliqué de l'arrêter aussi, quoi. Ouais, tu dois avoir des freelances qui après prennent la grosse tête, peut-être, qui disent attends, il gagne 130 000 euros, je vais x10 mes coûts. T'en as Ouais, eu ça ou on a pas? ce prix-là. Ouais, beaucoup, beaucoup. Et en fait, vu Ah que nous, on joue mince. sur le volume, surtout, il y a un truc, par exemple, et c'est ça que les freelances comprennent pas, mais c'est dur quand t'es avec des gens qui n'ont pas la maturité ou la compréhension d'un entrepreneur, mais vous le comprendrez. Exemple, un freelance en montage. Je vais prendre un tarif, je prends un tarif aléatoire pour pas situer. Par exemple, un freelance au montage qui est à 30 euros la vidéo. Il monte pour 30 euros la vidéo. Lui, il veut monter, il veut se mettre à 35. C'est tout con. Mais en fait, sur un volume de 300 vidéos par mois, ça change tous mes calculs. Même à 40, ça fait que 10 euros par vidéo en plus. Mais sur un volume de 300 vidéos par mois, ça change absolument tout le pourcentage de charges que je vais allouer au montage. Donc ouais, forcément, il y a ça. Et les gens, quand ils se disent qu'il y a 130 000 euros qui apparaît, ils se disent que c'est pas énorme de demander 100 balles en plus, 200 balles en plus. Et du coup, des fois, j'ai quand même eu des situations qui étaient un peu complexes par rapport à ça, hein, où les gens, en fait, faut des fois les remettre à leur place parce qu'ils comprennent pas. Mais c'est normal aussi. C'est encore une fois, c'est est-ce que tout ce que ça me rapporte, ça vaut tout ce que du coup, bah, ça me fait subir, quoi. Mais C'est quand oui, même, beaucoup. tout ce que tu viens de dire là sur les 5 dernières minutes est quand même extrêmement important.
pour que les gens se rendent compte de Ouais. la réalité aussi de l'entrepreneuriat. Et c'est hyper bien. C'est un truc qu'on fait souvent quand même dans le podcast Ouais. où beaucoup de gens viennent et on a une première partie de discussion qui est souvent très positive et c'est normal. Et il y a quand même le disclaimer qui arrive dans beaucoup de cas au bout d'un moment en disant ouais, mais mon industrie, elle est pas si simple. Ouais, mais Ouais. c'est beaucoup de taf et tout. Et c'est un truc que les gens ne peuvent pas éluder, tu vois. Enfin, si Non. tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, je connais aucun mec qui m'a dit ouais, en fait, bah, c'était simple. Trop facile. Tu vois, Non. Non, non, mais je connais aucun mec, à part peut-être, je sais pas, des types qui ont acheté du bitcoin et qui se sont réveillés un jour en disant putain, yes, nickel, il vaut 100 000, je les avais oubliés dans un coin, parfait. Mais à part ça, Non. je sais pas, tu vois. Donc non, non, merci pour le témoignage parce qu'il est hyper important et Non, mais je ouais, sais pas. puis même, tu vois, sur la vidéo, il y en a souvent, et moi, mais c'est normal. J'ai 20 ans, du coup, ça fait parler, et du coup, il y a plein de monde qui se disent, et ça, j'en parle souvent avec Clément. Mais en fait, il y a plein de gens qui pensent que, et c'est bizarre ce que je vais dire, mais du coup, que je suis normal, et que du coup, tout le monde peut faire ce que je viens de faire ces 2 dernières années. Mais en fait, tu vois, le business model, et c'est ce que tu as dit, mais l'industrie du business, en fait, même en vidéo, sur nous, ouais, on joue sur le volume, c'est bien beau, et du coup, on n'a pas les problématiques que certaines grosses agences ont. Mais en fait, sur un projet où on vend 300 € la vidéo, faut se dire qu'il faut activer. Il y a le closer qui prend sa commission, il y a l'assistante qui fait l'onboarding, il y a le chef de projet qui doit suivre le projet, il y a le creative strat qui doit être bon, qui doit écrire des bons scripts qu'il faut rémunérer, il y a le cadreur qui va se déplacer sur place et le vidéaste avec son matériel pour tourner la vidéo, il y a le monteur qui doit comprendre du coup ce que le creative strat au départ voulait faire, ce que le cadreur a filmé et du coup ressortir le bon résultat avec le montage. Donc en fait, sur tout ça, imaginez juste, mais c'est normal, genre, mais la galère à bien processer tout ça pour que de la première étape à la dernière étape, ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. C'est lunaire, genre il y a 6 ou 7, la ligne de production, elle est énorme, mais c'est normal. Mais du coup, c'est un business qui est aujourd'hui, je suis beaucoup moins sur les tournages, beaucoup moins impliqué opérationnellement, mais j'ai d'autres problèmes qui sont tout autant terribles. Mais bon, ça, c'est normal, mais c'est ce que j'aime aussi, c'est pour ça que j'entreprends, quoi. Écoute, merci beaucoup. Je finis par ma micro-anecdote, si tu veux. Avec plaisir, let's go, je t'écoute. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais été très mauvais. La première fois que j'ai vu ton contenu, je me suis dit merde, mais c'est une connerie, ça va marcher pour une petite partie. Mais ça marchera pas à scale si tu veux. Et donc j'ai été très mauvais sur le choix de contenu. Et j'ai eu une très mauvaise analyse. Par contre, il y a un jour où j'ai eu une bonne analyse, et je te raconte l'histoire. À un moment chez Horus, c'était au moment où tu vois, la crise économique qu'on vit actuellement, ça s'est un peu déclenché, et notamment dans l'immobilier. On avait un gros client, je ne sais pas si on a le droit de le citer ou pas, mais on avait un gros client immobilier très très important en termes de taille, et très très important en termes de contrat évidemment, qui malheureusement a coupé des budgets parce qu'il n'avait plus les budgets pour continuer. Et donc on a une espèce de réunion, et on se dit comment on fait évoluer la boîte. Et 2 jours avant, on avait eu une discussion à propos de toi. Alors, je te connaissais pas encore à l'époque, et Clément et Benoît m'expliquent ce que tu fais. Et je leur dis, les gars, je sais pas ce qu'il faut faire pour 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 Horus. Je sais pas l'ampleur de la crise qu'on va vivre. Et aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, c'est toujours une crise assez complexe, hein, l'immobilier en première loge. Et beaucoup d'agences de com, enfin je sais pas si tu as suivi, mais beaucoup d'agences de com là récemment ont fermé, et d'agences de com que nous on connaissait à l'époque, qui ont eu des gros problèmes ou qui ont dégommé leurs effectifs et réduit leur chiffre d'affaires 2 fois 2, d'autres qui ont fermé, d'autres, enfin bref, il y a eu un paquet de problèmes d'ici là, et donc la crise n'était pas facile à régler. Et donc ce que je dis à l'époque, c'est ils viennent me voir et on fait un board, et j'étais advisor, donc moi mon idée c'était de donner, j'avais rien opérationnellement, mais c'était de donner des conseils. J'ai dit ce qui est sûr, c'est qu'il faut réduire les charges parce que pour le coup il va y avoir un problème. Et deux, je ne sais pas ce qu'il faut faire stratégiquement. Et je leur dis, mais par contre, je suis convaincu qu'il faut parier sur ce mec-là. Je le connais pas, je l'ai jamais vu de ma vie et je sais pas. Mais ce qu'il fait et ce qu'il dit me semble très, 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 très intelligent. À minima, s'il y a un coup à faire pour avancer, c'est parier sur ce mec-là. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait pour tout un paquet de raisons, parce que c'était pas le modèle, parce que t'étais pas prêt, parce que Clément sentait pas forcément le fait de se transformer en holdco, machin. Et c'est pas un problème du tout. Mais je voulais te le dire parce que ça m'a fait Ouais, c'est mal. incroyable. Avant que je te rencontre, je sais pas si je t'avais déjà raconté l'anecdote, mais je m'étais dit, quand j'ai vu ce que tu as fait, pas créativement, parce que pour le coup, j'ai même pas compris que les deux trucs étaient liés, mais quand Ouais. j'ai vu le modèle, je me suis dit, c'est obligé, c'est une bonne idée.
Ouais, c'est C'est un truc de obligé. ouf. Au pire des cas, on a tort, on perd, c'est pas grave, tu vois, on a mis un peu d'argent, on a mis un peu de temps, mais il faut l'accompagner, il faut avancer. Et bon, bref, tu vois, finalement, on s'est retrouvé machin, mais voilà. Ouais, c'était le truc, en vrai, c'était le virage avec Horus à prendre, hein, la petite vidéo pas chère, enfin pas chère, à 300, 400, 500 euros. Ouais. Mais ouais, non, franchement, c'est venu au hasard, mais j'imagine, hein, puis je pense beaucoup d'agences ont dû avoir cette discussion de, allez, go, venez, on lance ça, mais en fait, c'est tellement de problèmes, je pense, au début. Et en fait, quand t'es habitué, je pense aussi, vous aviez le truc, genre, vous disiez, les gars, on vend 1000 € la vidéo, ou 1500 ou 2000 même à certaines boîtes, on peut pas descendre à 300 la vidéo, vous vous rendez compte le taf qu'on doit reconstruire. Mais on vendait, si je dis pas de bêtises, on vendait aussi des formations à 30 000 € pour des grands groupes. Et des Ouais, grosses. Et là, pour le coup, tu disais, on n'est pas encore chez des grosses boîtes. Nous, on était chez des grosses, grosses, ouais. grosses boîtes françaises. CAC 40 machin. Et, et c'était Ouais, un ces autre monde. Et boîtes, c'est pour ça que moi, je disais, le but, c'était de parier sur toi. C'était toi, personnellement. ouais. Pas de parier sur le modèle. Parce qu'à la limite, ça, Ouais. je savais qu'on aurait eu du mal à l'opérer et qu'on aurait eu du mal à faire le shift. Non, non, moi, je disais, c'était parier sur toi. Et donc, voilà, pour la petite anecdote que je Ouais, trouve marrant. belle. Et je suis ravi. Je suis ravi à minima que tu aies réussi à prouver mon point qui était j'avais raison Ouais, c'est de dire magnifique. que t'allais tout éclater. Ouais, c'est magnifique. Non, mais merci. C'est vrai, là, 2 ans. Je sais pas c'était il y a combien de temps la discussion, mais ouais, 2 ans plus tard, du coup, ensemble sur le podcast. Mais ouais, bon, en tout cas, t'avais, t'avais C'était il y a raison. 2 ans, c'était en novembre, la discussion, on l'a en fin novembre 2023. Donc il Ça, y c'est a, le mois où j'ai arrêté mes études. Incroyable. voilà, fin novembre 2023. Ouais, le mois où moi, je me suis vraiment mis à fond sur la boîte. Non, mais franchement, bah, écoute, t'as eu raison. Je suis content que t'aies eu raison. C'est grâce à ça que je suis ici dans ce podcast aujourd'hui. Mais non, franchement, ça aurait été une bonne décision. Il y a un vrai modèle à prendre aujourd'hui que beaucoup ont pris. Je pense que beaucoup ont compris. Mais en fait, t'as raison. En fait, là, ça nous paraît normal de vendre des vidéos à 300 euros, etc. Mais en 2023, personne, vraiment, personne le faisait. Et du coup, ça a révolutionné le truc, le concept de tu peux avoir des vidéos qui performent et qui sont bien pour pas cher. Mais ça n'existait pas en Mec, mais moi, 2023. je peux te le dire, parce que ça serait dû à l'esprit de personne. Moi, à Personne. l'époque de TikTok, alors certes, c'était du sponsorisé, entre guillemets, mais je vendais mes vidéos perso plus cher que Ouais. ce que toi, tu vends la vidéo encore aujourd'hui, tu vois. Et donc, tout le monde nous aurait dit, mais non, vous êtes des débiles, parce qu'en fait, dans ce cas-là, autant pas se faire chier, on prend nos comptes TikTok à nous, on vend 1000, 1200, 1500 la vidéo, Ouais. et puis fin de l'histoire. Clément, il vendait à 3000, je crois, ou des trucs comme ça. Ouais. Et le problème, c'est que le marché a complètement changé, que le truc a complètement explosé. Enfin, on a vécu une époque TikTok, nous, où c'était n'importe quoi en termes de prix. Enfin, il n'y avait plus aucun rationnel dans ce sur quoi les gens investissaient. Ouais, c'est une folie. Et il y a vraiment aussi le truc où on vend pas cher, mais du coup, faut jouer sur le volume. En fait, c'est le mix des deux qui fait. Parce qu'en fait, si tu vends des vidéos à 300 euros et tu fais des tournages pour une vidéo, t'es mort. En fait, le modèle il marche pas. Mais si tu Ouais. fais des vidéos à 300 euros et tu fais des tournages pour 10 vidéos, bah, ça fait des packages à 3000 direct et c'est pas mal. Et du coup, mensuellement, même, tu peux mettre des logiques d'abonnement. Enfin bref, non, bon modèle, vraiment pas facile à développer. Et c'est bien, je pense qu'on l'a aussi fait comprendre. Mais non, très très bon modèle. Et je suis content en tout cas de faire partie de ce modèle-là aujourd'hui et de le développer à fond, quoi. Écoute, Mathis, merci beaucoup. Luc, t'as une autre question? Pas du tout. Pas du tout. Ouais, Merci infiniment. Où merci. est-ce qu'on peut te retrouver, Mathis? Tu veux qu'on partage quel lien? J'imagine à George Short, ton LinkedIn. Autre chose? Ouais, le site de l'agence, mon LinkedIn, et c'est très bien. Ok. Agenceshort.fr. Mathis, merci infiniment. Et les autres, à la semaine prochaine. À la semaine Merci pro. beaucoup en tout cas.